Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Afrique avance à son rythme avec ses succès, mais aussi ses trébuchements. 30 ans déjà que le continent a amorcé son processus de démocratisation. Quel bilan faire de ces 3 décennies? Où en est la démocratisation en Afrique? Quels sont les acquis? Le continent s'accommode-t-il très bien du modèle occidental? Existe-t-il des dynamiques propres, des dynamiques locales? Doit-on inventer un nouveau système institutionnel en Afrique? 3 invités avec moi pour en parler. Djemal Taleb, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes par ailleurs analyste politique, éditorialiste, vice-président de l'Observatoire du développement africain. Merci. Merci à vous, maître, d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, grand habitué de Politicia, avocat, êtes-vous également au barreau de Paris, analyste politique. Merci à vous. Merci Richard. D'avoir accepté notre invitation. Jean-Bernard Bikim, analyste stratégiste, président du think tank Alpha, Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. L'année 2020 aura été une année électorale sur le continent. 10 élections présidentielles et ce n'est pas fini. La Centrafrique et le Niger attendent encore de choisir le prochain président. C'est l'occasion pour nous de jeter un regard sur 30 ans de démocratie électorale. 30 ans de démocratie tout court. Où en est la démocratisation sur le continent, notamment dans les États francophones? On en parle après ce reportage signé Corinne Kamdem qui nous ramène aux origines du processus de démocratisation en Afrique. Liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le chemin. C'est la direction qu'il faut prendre. La France-Afrique permet-elle une démocratisation du continent? Nous sommes le 20 juin 1990 au sommet franco-africain de la Baule. François Mitterrand, le président français, tient un discours inhabituel mais historique. Le multipartisme, la démocratie, le respect des libertés et des droits fondamentaux seraient les seules voies possibles pour le développement des États africains. Un postulat qui, quelques mois plus tôt, avait déjà trouvé écho au Bénin du général Mathieu Kérékou, excédé par les tensions sociopolitiques. Les caisses de l'État sont vides et le pays au bord de l'implosion. Le général accepte la démocratisation de son pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom des intérêts supérieurs de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline librement consentie. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Un vent de démocratisation qui balaie le continent mais rencontre de fortes résistances dans de nombreux pays. C'est le cas du Gabon où le président Oumar Bongo, à l'opposé de son homologue béninois, tient bon et reste maître du jeu politique gabonais. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations de rue que cela doit mener la fin des règnes. Moi, je ne me laisserai pas faire. Nous sommes décidés à mettre de l'ordre, quel qu'en soit le prix. C'est tout. Une témérité qui lui vaudra de rester au pouvoir jusqu'au 8 juin 2009, date de son décès. Si la France s'accommode des mutations politiques en Afrique depuis les années 90, elle veille toutefois à la préservation de ses intérêts sur le continent. C'est Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en octobre 2002 qui fera les frais d'une trop grande émancipation vis-à-vis de l'ancien maître colonial. Confronté à une rébellion armée, il réclame sans succès le soutien militaire de la France. Pire, le 9 novembre 2004, l'armée française ouvre le feu sur la foule qui conspuait la France. Le carnage fera 67 morts et 1256 blessés. On tire sur vous alors que vous avez les mains nues. Mais nous sommes debout. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre dignité. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre indépendance. Nous allons pousser pour que la libération de l'Afrique tout entière parte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Une crise qui s'enlise et qui finit par la capture de Laurent Gbagbo dans son bunker présidentiel et son transfèrement devant la Cour pénale internationale. Pour de nombreux observateurs, Laurent Gbagbo, quoi qu'il ait pu commettre comme crime, reste un symbole pour les jeunes générations d'Africains.
les événements de Côte d'Ivoire ont marqué l'apparition d'un nouveau type de dirigeant africain, beaucoup moins souple à l'égard de la France que pouvaient l'être les autres, ou beaucoup moins soucieux de garder de bonnes relations avec la France, et assez habile à utiliser les faiblesses à la fois du système international et puis les faiblesses de la politique française. Utiliser les faiblesses de la politique française, c'est ce que tente de faire depuis quelques années le président rwandais Paul Kagame, qui exige la reconnaissance par la France de son rôle dans le génocide rwandais de 1994 avec ses 800 000 morts. Face au mutisme français, le président Paul Kagame n'hésitera pas à retirer son pays de la francophonie, considéré comme un instrument de perpétuation d'une domination néocolonialiste. Chers invités, ce reportage met en exergue un paradoxe franco-africain. La France dit aux États africains, nous étions en juin 90 à la Baule, en France. Il n'y aura pas de développement sans démocratisation. Il n'y aura plus d'aide au développement pour ceux qui ne vont pas accepter la voie de la démocratisation. Mais on comprendra un peu plus tard que c'est plutôt démocratisez-vous aussi longtemps que mes intérêts sont protégés. Ça, on l'aura compris plus tard. Cette émission pour lever d'abord un malentendu historique. Djemal Taleb. Nous avons parlé de 1990, le discours de François Mitterrand, nous venons de l'écouter, ce qu'il a dit. Il a énuméré les caractéristiques d'un État démocratique. Et c'est ça que les Africains doivent suivre. Il faut relever, Djemal Taleb, que des pays africains ont commencé avant le discours de la Baule. Le Bénin a tenu sa conférence nationale en février 1990, bien avant le discours de la Baule. Les Ivoiriens, qui sont les précurseurs d'ailleurs de la démocratisation dans la sous-région, ont commencé déjà dans les années 80 à exiger du président Félix Houphouët-Boigny l'ouverture politique et le multipartisme. Mais revenons en 90, avons-nous, Djemal Taleb, pris un bon départ en 90? Je ne pense pas que le départ soit à rechercher en 1990. Il faut le rechercher beaucoup plus tôt que ça. Beaucoup ont écrit, glosé, donné une situation. Moi, je me résume à 2-3 penseurs qui ont donné une situation. Tout est écrit dans Les Damnés de la Terre de François Fanon. Tout est écrit chez Amadou Kourouma. Tout est écrit, y compris par nos contemporains, quand vous lisez aujourd'hui Achille Mbembe. En 1960, nous avions 2 choix. Et nous avons pris les plus mauvais. Caractérisez-vous par un pays, le Sénégal. À l'indépendance. Évidemment. Quand vous regardez le Sénégal en 1960, le choix était entre Senghor et Mamadou Dia. Oui. Mamadou Dia, qui n'est absolument pas Sékou Touré ni un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a tracé un chemin différent, dans lequel il est libre de ses choix, il est libre de son action, il est libre de ses alliances, il est même libre éventuellement de sa monnaie. Il n'est évidemment pas pour casser l'héritage colonial tel qu'il est. Il n'est même pas pour révolutionner quoi que ce soit. Il est juste pour dire, je fais des choix politiques différents, les intérêts que je dois défendre sont d'abord ceux du Sénégal. Et puis vous avez le choix de Senghor de l'autre côté. Et quand vous regardez tout ce qui est écrit, je sais que ça fait iconoclaste de dire du mal de Senghor, mais enfin, Senghor était quand même plus un agent français que Mamadou Dia était un véritable fils du Sénégal. C'était déjà le premier mauvais choix. Et le premier choix a été fait là. Le deuxième choix qui a été fait plus tard, alors même qu'on avait une génération plutôt remarquable d'hommes d'État, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Amilcar Cabral. Je veux dire, on n'avait pas à rougir des hommes d'État qu'on avait de ce côté-là à ce moment-là. Et pourtant, Kwame Nkrumah au Ghana, on peut les citer. Et pourtant, les choix étaient assez faibles et plutôt pas bons. Quand vous donnez maintenant l'exemple d'Houphouët-Boigny, je suis moins d'accord avec vous sur Houphouët-Boigny, je veux dire pourquoi. Moi, j'ai plutôt du respect pour le président Kérékou. J'ai respect pour 2 Kérékou différents. Il y a le Kérékou premier, dont les choix étaient politiquement défendables. Du point de vue de la souveraineté absolument défendable, c'était un tyran. Ça n'était pas un très grand démocrate. Il n'acceptait pas tellement la liberté. Pourtant, il a une espèce de relent patriotique très fort. Et la construction et la fabrication de l'économie n'étaient pas son problème. Puis vous avez le choix de Houphouët-Boigny de l'autre côté, qui économiquement, on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Politiquement, et la préparation de l'avenir dont la Côte d'Ivoire avait besoin à ce moment-là n'était pas tellement au rendez-vous. On se dit les choses. Je sais très bien que c'est une autre image africaine qu'on est en train d'écorner. Et donc, le choix de 1960, où on a dilapidé les biens généraux, on a dilapidé les ressources naturelles, et on s'est appuyé uniquement là-dessus, comme si le continent africain ne pouvait s'en sortir que parce qu'il a hérité de quelque chose pour lequel il n'a rien fait. Et le travail
colossal, important, celui qui consistait à préparer les générations futures, n'a jamais été fait. Puis arrive votre question, le sommet de la Bonne. La formalisation maintenant du choix politique. Si le continent africain devait avoir honte de quelque chose, c'est le sommet de la Bonne. Vous avez quand même ces chefs d'État. Pensez-vous? Mais évidemment, ces chefs d'État français, vieillissants, en fin de parcours, probablement en fin de vie, qui vient devant vous et qui vous dit voilà ce que vous allez faire. D'abord, aucun d'eux ne l'a fait réellement. Tous ont fait une espèce de maquillage et de cosmétique pour changer la donne. Et puis je vais vous dire, si les choses ne viennent pas de vous-même, et lisez Thabo Mbeki là-dessus, lisez Achille Mbembe là-dessus, ça n'a aucune chance d'arriver. Pardon, 1990, on était 30 ans après les indépendances, c'est-à-dire que nous étions déjà à une maturité politique. Et 10 ans après les programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire que nous allions de toute façon y arriver. Et puis on avait une génération d'hommes d'État qui étaient en fin de parexemple. Oui, et donc puisqu'ils sont en fin de parcours, on était obligé de passer à autre chose. Ce qu'il dit est intéressant. Brice Nzamba, très rapidement, Jemal Taleb dit nous avons fait 2 choix successifs qui ont été les mauvais choix. C'est-à-dire en 60, on n'a pas choisi les bonnes personnes, on a choisi les vassaux de la France, pour ainsi dire. Et en 90, ça a été sans doute la conséquence du premier choix. Là aussi, c'est mauvais. Je l'ai dit avec une nuance différente. Oui, bien sûr. Voilà. On va faire quand même le bilan. Comme on n'a pas assez de temps, mais c'est très intéressant, on pourra creuser ça dans d'autres émissions. 30 ans après, quel regard portez-vous sur le parcours politique du continent en termes d'acquis démocratiques? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut dire qu'il y a un reflux. C'est-à-dire qu'il y a eu une période en 90 où il y avait une sorte de bouffée, hein, c'est-à-dire que les gens il y avait un élan enthousiaste pour la démocratie. Avec les premières élections. Les conférences nationales d'abord les conférences nationales, ensuite les élections. En fait, le peuple africain renouait, parce qu'il fut une époque aussi où il y avait des élections dans certains pays sous la colonisation. Voilà, mais il y a eu un renouement avec cet élan. Maintenant, il y a eu ces élections, mais ensuite il y a eu le reflux. Alors, le reflux, il faut dire que les États ont eu des destins différents. On ne va pas mettre tous les États africains francophones dans le même sac. Il y a des États quand même où il y a eu des alternances démocratiques normales. Il y a des États où il y a eu le reflux véritablement. C'est le cas, je prendrai l'exemple du Congo-Brazzaville. Vous avez eu, le Congo-Brazzaville a eu une élection présidentielle exemplaire, les élections législatives exemplaires en 92, mais par la suite, on n'a pas pu gérer l'alternance démocratique en 97. Il y a eu la violence. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de ce qui s'est passé en Guinée, de ce qui se passe encore en Côte d'Ivoire, on voit que les Africains considèrent la démocratie comme étant liée simplement à l'élection. C'est-à-dire qu'on considère que la démocratie, c'est l'élection. À partir du moment où on a organisé l'élection, c'est qu'on est dans un régime démocratique. Alors que c'est une praxis politique. On oublie que la démocratie, c'est aussi le fonctionnement des institutions. Les institutions doivent fonctionner conformément à la Constitution. C'est la séparation des pouvoirs. Donc il faut avoir un pouvoir judiciaire qui est totalement indépendant et impartial. Il faut avoir aussi un législatif qui joue son rôle. Donc il y a la séparation des pouvoirs, il y a aussi la garantie des libertés fondamentales. Donc ça, ce sont les 2 éléments à partir desquels on peut dire qu'un État est véritablement démocratique. Donc on peut organiser des élections, déjà dans des conditions qui ne sont souvent pas transparentes. Et on s'est dit pourquoi... Il y en a qui font quand même... Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous les États africains dans le même panier. Il y a des États africains qui font quand même, qui sont quand même exemplaires, on peut le dire. Il y a des États africains qui sont encore en arrière. Mais bon, je ne sais pas si on est ici pour citer les noms. Non, il ne faut pas. Voilà, donc mais globalement, un bon qualitatif a été fait. Alors moi, je pense qu'on est dans une période de reflux. Je pense qu'on est dans une période de reflux. Un bon qualitatif. Voilà, après l'enthousiasme, aujourd'hui, on est dans le reflus. Parce que j'aimerais quand même, pour terminer, dire que quand vous avez eu un ancien ordre politique, notamment avec la période des tyrannies ou des autocraties, quand vous avez un nouvel ordre politique qui doit s'installer, alors l'élite qui est chargée d'installer ces nouveaux ordres doit travailler pour éviter que l'ancien ordre ne revienne. C'est ça. Alors le problème que nous on a eu, c'est que l'élite qui était enthousiaste pour la démocratie n'a pas pris suffisamment de mesures pour se protéger du retour de l'ancien ordre. Donc en Afrique aujourd'hui, on assiste au retour de l'ancien ordre politique déguisé.
C'est-à-dire que la culture politique d'avant, c'est-à-dire la violence, le défaut de contradiction, l'intolérance dans les manifestations du pluralisme politique, toute cette culture politique est de retour en Afrique, mais de façon déguisée, en s'habillant, en prenant des apparences de démocratie. Nous avons effectivement sur le continent une fondation, la fondation Mo Ibrahim, qui chaque année effectivement évalue le parcours démocratique et récompense les chefs d'État qui se sont illustrés à la fois par la gouvernance démocratique et par le respect du mandat constitutionnel. Et depuis quelques années, effectivement, depuis la création de cette fondation, plusieurs chefs d'État se sont illustrés. On a Joachim Chissano de Mozambique qui a été effectivement qui a été distingué en 2007. Le Botswanais Festus Mogae a été distingué en 2008. Pedro Pires du Cap-Vert a été distingué en 2011. Ellen Johnson-Sirleaf a été distinguée en 2017. On voit bien, effectivement, comme l'a dit Brice, il y a un bond qualitatif qui a été fait. Il y a effectivement des chefs d'État qui, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de citer ancien président Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Yahi Boni du Bénin, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, qui aurait pu réviser la Constitution, qui a dit « Je ne touche pas à la Constitution de mon pays, je ne rempile pas ». Issoufou Mahamadou du Niger, pareil, il aurait pu modifier la Constitution, il dit « Je ne touche pas à la Constitution de mon pays ». J'ai cité Yahi Boni du Bénin, Bikim, Jean-Bernard Bikim. On peut relever effectivement ce bond qualitatif qui a été fait, non? Je prendrai Brice à revers pour la simple bonne raison qu'il y a la démocratie en Afrique, elle est en gestation pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a trois Afriques. L'Afrique précoloniale, oui, fondée sur un modèle de médiation avec des sociétés pluriethniques, une gouvernance bicéphale, et entre les deux, une gestion, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, assez éclatée. Et il y a les systèmes internationaux. Il ne faut quand même pas oublier que le système international d'Espagne libéral a modifié, pour ne pas dire déstructuré, le fonctionnement de nos premières sociétés. Mais si on prend les récents, si on ramène notre analyse aux 3 dernières décennies, le libéralisme n'est pas né d'aujourd'hui. Bon, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Nous sommes dans un temps long qu'on continue à voir. Voilà. Mais nous, on existe depuis 60. Si on parle de 60, oui, je dirais qu'il y a en Afrique 4 grands hommes qui montrent ce qu'on voit aujourd'hui. Ces 4 grands hommes, c'est qui? C'est Nyerere, oui, qui est pour une Afrique... Julius Nyerere. Voilà. Qui est pour une Afrique qui ne se renie pas, qui essaye de se construire en tenant compte des évolutions du monde tel qu'il est, sans se renier. Vous avez Kenyatta au Kenya, le père, le grand-père même, le grand-père, le Kenyatta, oui, qui a une autre voix qui dit de toute façon, il faut que nous puissions nous intégrer dans la vision qui nous a été imposée. Et vous avez Senghor qui est pour, je dirais, je ne dirais pas une dénaturalisation, mais je dirais plutôt une espèce de création d'un ovni qui ne ressemble à rien. Et qui a un continuum, si vous voulez, du partenariat entre la France et ses anciennes colonies, par exemple. C'est bien cela que vous... Non, tout à fait différent. Non, ce n'est pas ça. Tout à fait alors, allez-y plus rapidement. Et entre ces trois grands hommes, il y a Nkrumah, et le président algérien, et les Algériens, qui demandent aux Africains de choisir le modèle consistant à ne prendre position ni pour le système occidental, ni pour le système russe. Donc, comment on va y arriver, justement? Bandung. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Ce dont on ne parle pas aujourd'hui, le grand mal, c'est là. Donc, c'est très intéressant. La question du modèle que vous soulevez est très intéressante. Que va-t-il se passer?
les étudiants africains de la FAIANF vont prendre à corps le bras ce débat et trancher. Absolument. La question du modèle est très intéressante. Jean-Bernard Biki, mais très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de pause. Djemal Taleb. Brice Nzamba a relevé effectivement qu'il y a des États qui ont fait de grands progrès en termes démocratiques. La question, c'est comment comprendre la disparité. Lorsque se posait lorsque se posait le débat du 3e mandat en Guinée et en Côte d'Ivoire, je rencontre un politologue ghanéen qui me dit cette question, ce débat est terminé chez nous au Ghana. Il n'arriverait plus jamais à l'esprit d'un président ghanéen de vouloir faire un 3e mandat. C'est fini chez nous. Nous, quel que soit son bilan, quelle que soit la République, c'est terminé. Comment comprendre cette disparité dans l'assimilation ou dans l'adhésion à la norme démocratique? J'aurais pu vous citer le Botswana, la Tanzanie et beaucoup d'autres pays aussi. Comment comprendre cette disparité dans l'assimilation des normes et des exigences démocratiques? Tout dépend de ce qu'on recherche. Si on considère que le 3e mandat est l'alpha et l'oméga de la démocratie, évidemment, nous avons tout à fait raison de prendre ces exemples-là, c'est une réalité. Si nous considérons que la démocratie est un processus long et que pour arriver à une société démocratique, vous avez deux conditions fondamentales. La première, c'est qu'une économie fonctionne bien. La deuxième, sinon la première d'ailleurs, qui est plutôt pas la deuxième, c'est un système scolaire qui prépare les générations futures à avoir une classe moyenne. Regardez, toutes les sociétés qui se tiennent bon, ce sont des sociétés qui ont une classe moyenne qui tient bon. Regardez le printemps arabe, regardez la Tunisie et comparez-la avec la Libye, deux pays très proches. Il y en a un qui a plutôt tenu, dans des conditions assez difficiles, mais il a tenu quand même, la Tunisie. Il y en a un autre qui s'est effondré tout de suite parce qu'il n'a pas de classe moyenne et il n'a pas un style qui fonctionne. Moi, je considère que la situation économique est la plus fondamentale. Je considère que le président Kagame est sans doute celui qui prépare le mieux l'avenir démocratique de son pays que tous les autres. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il lui donne un système scolaire qui fonctionne bien, deux, il lui donne une économie qui fonctionne bien. Lui-même n'est pas un démocrate, pas un grand démocrate, c'est un euphémisme. Mais prenez juste un exemple simple et j'en aurais fini. Juste un exemple simple. Regardez la Corée du Sud. Comparez-la à la Côte d'Ivoire entre 1960 et aujourd'hui. La Corée du Sud est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques au monde. La Côte d'Ivoire traîne des pieds. L'exemple est tout à fait simple. C'est que la Corée du Sud, qui n'était pas une démocratie, qui n'était pas une grande économie, est aujourd'hui en 2020 une grande démocratie, une grande économie. Nos pays d'Afrique, il n'y en a aucun qui est arrivé au niveau de la Corée du Sud. Ça veut dire que l'explication du 3e mandat, vous savez ce que j'en pense. Je n'ai pas changé d'un iota, mais je sais qu'on va arriver à ces débats-là et je l'attends. Vous semblez donner raison à l'ancien président français Jacques Chirac qui disait en Tunisie, puisque vous parliez de Tunisie, que le premier des droits de l'homme est de manger à sa faim. Mais Jean-Bernard Biki m'a évoqué la question du modèle politique, du modèle démocratique à adopter. Devons-nous continuer à adopter, à nous accommoder du modèle occidental, ou devons-nous plutôt inventer un nouveau système institutionnel africain? On en parle après une courte pause. À tout de suite. C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de 3 décennies de démocratisation en Afrique. Mes invités sont restés avec moi. Merci à vous. Que l'Occident arrête de nous imposer son modèle politique et de gouvernance. L'Afrique a ses propres réalités qu'il faut prendre en compte. C'est en filigrane le message du président ivoirien Alassane Ouattara. C'était à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. On écoute rapidement le président ivoirien. On en parle après. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs.
La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Brice Nzamba, très rapidement. Malgré les réserves possibles qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on peut nier qu'il y ait de la pertinence dans ce que dit le président ivoirien Alassane Ouattara? En 2003, Joschka Fischer, alors ministre allemand des Affaires étrangères, disait aux États-Unis, enfin aux Américains qui voulaient démocratiser de force l'Afghanistan, et parlant des Occidentaux, c'est une erreur de notre part, nous, Occidentaux, que de vouloir semer dans l'âme des peuples, d'ailleurs, nos valeurs à nous. Il faut laisser chaque peuple trouver sa propre voie. C'est ce que disait en 2003 Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, et qui rejoint ce que dit le président ivoirien. Quel doit être finalement notre modèle alors? Alors, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de modèle démocratique. Ça, c'est la première chose à retenir, c'est ça. C'est-à-dire que le modèle démocratique américain, ce n'est pas le modèle démocratique français. Le modèle démocratique italien n'est pas le modèle démocratique allemand. C'est-à-dire que chaque pays a sa forme d'institution et d'organisation politique. Maintenant, ce que j'aimerais aussi dire par la suite, c'est que, en fait, l'histoire politique, les institutions d'un pays sont le résultat de l'histoire de ces pays. C'est-à-dire que les institutions, on ne les importe pas. Voilà, on ne les importe pas. Et les valeurs politiques, on ne les importe non plus. C'est l'histoire sociopolitique d'un pays qui amène, en fait, par les luttes internes à ces pays, oui, à pouvoir imposer à l'élite de ces pays la nécessité d'avoir un type d'institution qui aura pour vocation de résoudre les contradictions internes à la société. Ça donne raison alors au président ivoirien, ce que vous dites. Oui, ce qu'il dit, c'est de façon opportuniste. Le modèle politique, le fonctionnement de nos institutions, c'est le résultat, la résultante des mutations internes. Des mutations internes, voilà. Sur ces points, c'est là. Quand on prend même l'exemple de la France, les institutions de la Ve République sont le résultat déjà du fait que le régime parlementaire, des assemblées à l'époque, provoquait l'instabilité de l'État. Oui. Il fallait faire face aussi aux attentes de décolonisation de l'Empire colonial français. Donc il fallait passer à un exécutif fort lié à l'histoire de la France. Okay. C'est pour ça qu'il fallait changer d'institution. Mais faisons de la pédagogie et parlons plus concrètement. Voici en 90 ce que Mitterrand dit aux États africains à la Baule. Il vous faut le multipartisme. Il vous faut des élections inclusives, libres et transparentes. Il faut la liberté d'expression. Il faut garantir les libertés individuelles. Et il faut la séparation des pouvoirs. Ces piliers-là, on va dire qu'il y a de l'inadéquation entre ces piliers c'est pas ça. Et la culture. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a les principes. Les principes démocratiques sont les mêmes partout. Ah, d'accord. Maintenant, la façon de les habiller, de les mettre en forme, doit dépendre des valeurs propres à chaque peuple. C'est-à-dire que la liberté de manifestation doit être encadrée selon les valeurs qui sont propres à l'âme d'un peuple. Vous voyez, par exemple, l'élection. Je prends un exemple, parce que l'élection, qu'elle soit législative ou présidentielle, oui, c'est un individu qui doit choisir. Oui. Donc, il faut d'abord qu'on ait l'émergence du sentiment individuel. Donc, il faut des gens qui sont éduqués, qui sont formés, qui ont le sentiment de leur individualité. Or, quand on prend certains pays africains, pour ne pas dire tous, le sentiment ethnique est plus fort que le sentiment individuel. Alors, comment voulez-vous, par exemple... De moins en moins, il faut quand même dire qu'il y a, je dis, il y a certains pays. Il y a certains pays jusqu'à ces jours, quand on demande aux gens d'aller voter, ils ne cherchent pas à savoir pour quelles idées ils vont voter. Ils vont se dire, est-ce qu'il est de ma région ou est-ce qu'il est de ma tribu? Donc, à partir de ces moments-là, on a déjà un problème parce qu'on n'a pas affaire à des individus. On a affaire à des groupes sociologiques qui votent en fonction de l'appel sociologique. En gros, les principes sont universels, c'est comment les mettre en œuvre qu'il faut revoir. C'est-à-dire que la manière de mettre en œuvre ces principes dépend en fait des valeurs et des valeurs ou de la culture du pays concerné. Jean-Bernard Bekim, vous allez effectivement nous aider à comprendre quelque chose parce que le débat doit être un peu plus profond que ça. Quand le président ivoirien dit
Et en Allemagne, Angela Merkel a fait 4 mandats. C'est vrai qu'elle va finir son 4e mandat en novembre 2021. Même avant elle, Helmut Kohl a fait 16 ans. Le problème, c'est que pourquoi alors adoptons-nous les mêmes normes que la constitution ivoirienne limite aujourd'hui à 2, le nombre de mandats présidentiels? Ce sont les Ivoiriens qui ont décidé de se doter d'une constitution qui limite à 2. Ce n'est pas les Français qui ont adopté par référendum cette constitution. Pourquoi alors définissons-nous les règles et après nous disons oui, mais cette définition, ces normes sont issues plutôt du modèle occidental? C'est la question. Jusqu'où faut-il aller pour revoir, pour remettre en cause justement ce modèle et adopter nos propres modèles? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Alassane est le pire des dictateurs que l'Afrique ait jamais connu. Pourquoi le pire des dictateurs? C'est le même Alassane. Non, c'est le même Alassane. On va rester calme. Je termine. Calme et rester dans la limite de. C'est le même Alassane. C'est pas l'insulte. Dictateur, c'est le pire de l'autoritarisme. C'est le même personnage qui a mis à feu et à sang la Côte d'Ivoire pour arriver à ses fins. Et c'est le même personnage qui prend des exemples qui ne ressemblent à rien. Parlez de Merkel est dans un système fédéral. Oui. Merkel n'est, c'est un régime parlementaire allemand. Merkel n'est pas la reine qui décide de tout en Allemagne. Dans nos pays, en l'état actuel, chaque intellectuel, chaque homme politique oublie une chose. L'Afrique précoloniale était démocratique. On est d'accord. Nous avions des organisations bicéphales. Je vous invite à revisiter la littérature en histoire, en anthropologie, en socio-histoire. Tout ça y est. La difficulté qu'il y a aujourd'hui est la suivante. Comment se sortir du piège dans lequel nous nous sommes mis? En adoptant le modèle occidental? Non. En priorisant nos intérêts personnels d'accord. à l'intérêt collectif. D'accord. Ça, c'est la question que vous soulevez. Et on a compris. Hein. Jemal Taleb, nous l'avons dit. Et ce que dit Jean-Bernard Bikim, notamment en ce qui concerne l'Afrique précoloniale, j'ai lu des travaux récemment sur les Ashanti au Ghana, mais il n'y a pas meilleure façon de choisir démocratiquement le roi. Le roi était choisi de façon tout à fait après consultation des anciens et il était démis en cas de parjure. Il n'y a même pas de concession possible. Oui. Ça, c'est des Ashanti, mais je pense qu'on peut multiplier des exemples sur le continent. Donc, au fond, le continent n'a même pas à apprendre des leçons de démocratie du reste du monde en réalité. À quel moment s'est opéré la cassure pour que nous ne soyons plus aujourd'hui en situation de renouer avec nos propres valeurs que nous pouvons d'ailleurs enseigner aux autres? Le président Thabo Mbeki a une belle phrase, il dit la renaissance du continent africain passe par l'appropriation de son identité. Et donc, tant que nous ne sommes pas passés par une appropriation de nos identités de nous-mêmes, nous n'avancerons pas. Le modèle que vous avez cité est absolument juste. D'ailleurs, l'histoire des peuples de ce point de vue-là, ça ressemble drôlement. Quand vous regardez Rome et les différentes mutations par lesquelles Rome est passée, vous voyez très bien que le modèle du choix est toujours celui qui s'impose. Quand vous regardez au Moyen-Âge, et pardon pour mes références historiques très franco-françaises, quand vous regardez la construction de l'État en France, vous voyez très bien le rôle à chaque fois joué par le vassal qui obéit au suzerain, et donc la construction petit à petit de la démocratisation de ce rapport-là, par ce qu'on appelle donc en droit le rapport synalagmatique. Oui. Et donc, à chaque fois, les peuples ont besoin d'un peu de démocratie dans le choix de ceux qui les dirigent. Le continent africain, évidemment, a absolument la même difficulté. Mais ce continent africain, en plus, a une autre difficulté. C'est que la colonisation, qu'on ne le veuille pas, a déstructuré ce que nous sommes, nos personnalités, nos identités, nos fiertés. Nous ne sommes plus fiers de nos peaux, nous ne sommes plus fiers de nos langues, nous ne sommes plus fiers de nos cultures, nous ne sommes pas fiers. Et nos belles femmes sont toujours celles qui ont le teint clair, qui ont les cheveux lisses. C'est d'ailleurs que nous recherchons toujours ce que nous n'avons pas. Tant que nous ne sommes pas passés par ce que Thabo Mbeki, encore une fois, appelle l'appropriation de nous-mêmes, nous n'avancerons pas. Maintenant, nous avons un problème simple, mais très banal. C'est comment diriger nos biens,
comment choisir le dirigeant, ou comment faire en sorte que notre avenir soit préparé. Oui. Mais ce sont des équations, pardon, que tous les pays ont réglées. Regardez la Malaisie, qui n'est pas une grande démocratie. Oui. Pardon, ce n'est pas une grande démocratie, mais c'est un pays dans lequel il y a de l'ordre. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure en off, entre l'ordre et la démocratie, je prends les deux. Je prends les deux, il faut qu'on soit clair, je ne suis pas contre la démocratie. Mais s'il faut prioriser, je prends l'ordre d'abord, la démocratie après. Et donc la Malaisie, elle, a choisi de prendre de l'ordre. Elle est en train de s'orienter tout doucement, vers... Mais bien sûr qu'on peut, si on peut, allons-y, je n'ai pas le problème, sauf qu'on n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. C'est ça mon souci. Et donc, puisque nous ne sommes pas arrivés à faire ni l'un ou l'autre, nous n'avons pas fait les deux, commençons par l'un des deux. Et donc, l'un des deux, encore une fois, et je donnais l'exemple de Paul Kagame, j'en peux en donner beaucoup d'autres. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de mon contradicteur. Le président Ouattara n'est pas un dictateur, c'est pas ça un dictateur. Et quand on utilise le mot dictateur très fort, ben, qu'est-ce qu'on va dire de Pol Pot? Qu'est-ce qu'on va dire de tous les autres? Et donc les mots ont un sens. On peut ne pas être d'accord avec le président Ouattara, et moi, tout le monde sur Africa 24 sait que je suis plutôt gbagboïste. Mais ce n'est pas un dictateur, mais bien sûr, et ce n'est pas tout à fait ça un dictateur. Mais le président Ouattara, à l'instar de tous ses pairs africains, ont une difficulté. L'incapacité des dirigeants à diriger nos économies, notre incapacité à inventer des idées nouvelles, notre incapacité à diriger nos ressources, notre incapacité... Il fait quand même des mais choses, bien sûr, mais c'est pas le plus mauvais, bien sûr, et c'est pas le plus mauvais, évidemment, mais bien sûr que je le relève, mais je le relève allègrement. D'ailleurs, quand vous voyez Abidjan dans ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, vous ne pouvez que lui donner la plus belle médaille qui soit. Mais il n'empêche que le problème global qui se pose à nous est encore là. Oui. Donc il faut que nous retrouvions évidemment la difficulté. Et puis après, on s'est accroché toujours sur de mauvaises idées. Nous avons des constitutions qui ne nous appartiennent pas. Nous prenons le modèle démocratique des pays qui eux-mêmes n'ont aucune histoire de constitution. Vous savez, la Troisième République était dirigée par les 3 lois de 1875, qui ne sont même pas une constitution. Puis après, quand on a connu 1946, tout le monde s'est pris s'emballasser. La loi était omnipotente. Le Parlement était omnipotent. Et donc, on a commencé à connaître le modèle de la Constitution présente en 1958. Et pourtant, nous sommes allés chercher ce modèle là où il ne faut pas. Mais à la limite, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'il faut que nous retrouvions des modèles par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et que nous inventions une espèce de gestion de nous-mêmes, de nos cités, de nos économies, parce que ce qui est valable pour nous-mêmes. Et c'est ça notre difficulté. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré donc à l'évaluation de 30 ans de parcours en termes de démocratisation du continent. Mes invités sont avec moi. Brice Nzamba, maître Brice Nzamba, nous avons relevé dans la deuxième partie de notre émission notre difficulté à implémenter des modèles importés d'ailleurs, qui eux sont le résultat du parcours d'autres peuples qui ne sont pas le résultat de nos propres parcours. C'est ça qui fait que quand on est dans l'opposition et qu'on se bat aux côtés du peuple et qu'on prend le pouvoir après, on reproduit exactement les mêmes choses qu'on a combattues. Oui, mais après, moi, je pense que après avoir dit qu'on récupère les modèles des autres, il faut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup d'idées politiques en Afrique. Hein, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que les gens s'engagent en politique, ce n'est pas parce qu'ils ont une vision politique qu'ils veulent réaliser dans la société, c'est parce qu'ils veulent du pouvoir. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on est opposant, en général, on est pour la démocratie. C'est ça. On est pour la démocratie, on est pour les libertés fondamentales, etc. Pour la séparation du pouvoir. Mais quand on est dans l'exercice du pouvoir, en ces moments-là, on se mue en une forme de dictateur qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi dire que dans la culture bantoue, il y a une idée du chef. Parce que dans cette idée du chef, on n'envisage pas un chef ou un ex-chef. C'est-à-dire que le chef est chef aussi longtemps qu'il est vivant. Donc, voilà. ce qui fait qu'un chef, il est chef aussi longtemps qu'il est vivant. Il n'y a pas de chef qui ne soit plus chef de son vivant.
C'est ça dans la culture bantoue. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi les pesanteurs liés à la culture. Parce que quand on dit qu'il faut que nous ayons nos propres modèles démocratiques, mais il faut aussi faire une critique d'abord de nos cultures pour pouvoir prendre les meilleurs éléments de notre culture et puis pourquoi pas en faire la synthèse avec les meilleurs éléments des autres aussi pour avoir des modèles qui marchent. Parce que si on n'a pas une culture démocratique, parce qu'il y a la culture du service, la culture de la vision politique à servir, et puis le fait aussi qu'on est d'accord avec les règles qui organisent la vie politique. Il y a ça. Mais pour être d'accord avec les règles qui organisent la vie politique, il faut une certaine hauteur de conscience. Alors moi, je dirais que l'Afrique souffre de ne pas avoir suffisamment de grands hommes. On avait le grands hommes au départ, comme l'a souligné mon confrère Djemal. Mais par la suite, comme disait Nietzsche, il n'y a que des petits hommes partout. Bon, non, pas peut-être partout, mais dans beaucoup d'États, surtout en Afrique centrale, je dois le dire, on n'a pas beaucoup de grands hommes, malheureusement. C'est-à-dire que des hommes qui se tiennent au c'est toujours la même question qui revient, c'est l'importation des modèles étrangers, c'est toujours la question de l'importation des modèles étrangers. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas déjà faire un travail sur soi pour respecter les règles. On est tout à fait d'accord. Et pour commencer ce travail, d'abord et très rapidement, Jean-Bernard Bikim, je l'ai dit au début de l'émission, l'Afrique vient de connaître 10 élections présidentielles au moins. Il y a 2 autres qui vont venir là, la Centrafrique et le Niger. Dans d'autres pays, on a eu des crises préélectorales. Et dans certains pays, des crises préélectorales, dans d'autres post-électorales, ou les deux dans certains pays. Il faut saluer l'esprit patriotique des Burkinabés qui viennent là de nous offrir une présidentielle apaisée. L'opposition s'est engagée à accepter les résultats et c'est ce qu'elle a fait et c'est ce il faut le saluer. Il y a 3 éléments très rapidement, Jean-Bernard Bikim, qui nourrissent aujourd'hui des crises. C'est la question de la séparation des pouvoirs où on reproche à l'exécutif d'instrumentaliser le judiciaire contre les opposants. C'est la question du respect de la Constitution et c'est la question des organes en charge de l'organisation des élections. Comment règle-t-on ces questions? Le débat est vaste, je sais. Prenez un dedans et dites-nous votre réflexion. Alors, Brice a abordé une question centrale qui paraît bénigne, mais qui a son importance. Quelle question? La question du chef. La notion du chef. La notion du chef. La notion du chef n'existait pas dans l'Afrique précoloniale. C'est une construction coloniale. Il faut le rappeler. Dans son fonctionnement peut-être. Sinon les chefs existaient et on a connu de grands rois qui étaient de véritables chefs. Béhanzin, Samori Touré, etc. qui étaient de grands messieurs. Les rois. Et qui effectivement. Mais passons, revenons à la question essentielle des crises. Des éléments qui nourrissent les crises aujourd'hui, politiques aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. La notion de chef et le concept d'ethnicité sont 2 cancers qui gangrènent toutes les évolutions de nos sociétés aujourd'hui. Pourquoi? Je vais mettre un point sur un élément essentiel. Aujourd'hui, nous avons, depuis la destruction de l'Afrique précoloniale, nous avons des entrepreneurs politiques. Nous n'avons pas d'hommes politiques, j'ai bien des entrepreneurs politiques. D'accord. Donc, ces entrepreneurs en tête de profit. Ces entrepreneurs politiques sont exactement, pour rebondir sur sa vision en lui, sur la notion de suzerain et suzerain vassal. Mais pas eux tous. C'est pas eux tous. Tous. Non. J'ai bien tous pour la simple bonne raison. Je viens de lire même avant de venir dans cette émission ce que disait Yann Kama, l'ancien président botswanais, qui dit je touche pas à la Constitution. Il y a une vie après le pouvoir. Je m'en vais élever mes vaches à la ferme. On va pas dire que c'est un entrepreneur politique. Alors, j'aurais pu vous multiplier. Je pourrais vous multiplier des exemples. Alors, qui ont été de la Tanzanie. Il y a Ould Abdelaziz. De la Mauritanie, il y a quand même Issoufou Mahamadou, ce n'est pas un entrepreneur politique. Il faut avoir un regard systémique et non un regard sur les hommes. Derrière les hommes, vous avez des systèmes. Ce sont ces systèmes qui sont à l'œuvre, au sein desquels s'organisent des luttes de pouvoir et des luttes d'influence. Aujourd'hui, la question centrale que vous posez et que les Africains se posent, comment se sortir du no man's land dans lequel on végète depuis la fin des temps, pour ne pas rentrer dans le détail. Nous n'avons pas
d'autres choix possibles. Nous devons nous réapproprier nos cultures originelles en permettant des évolutions, en tenant compte des différents systèmes sans pour autant se travestir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement aujourd'hui... Garder ce qui est bon chez nous et prendre ce qui est bon chez l'autre. Ça veut dire concrètement, concrètement aujourd'hui que hier, avant de choisir un chef, avant de choisir un roi, on allait consulter les oracles. Oui, aujourd'hui, on le fait toujours. Mais sauf que ces oracles qu'on consulte aujourd'hui, c'est pour tuer Togbe, c'est pour tuer Brice, c'est pour éliminer l'autre. C'est intéressant ce que vous dites, mais on a bien compris, il faut se réapproprier ses propres vestiges culturels et aussi en prenant ce n'était pas des vestiges, puisqu'en fait, on vivait en étroite interdépendance. Nos sociétés n'étaient pas organisées autour des ethnies. C'était plusieurs ethnies en étroite interdépendance. Voilà, qui coexistaient très rapidement. Et Jemal Taleb, nous avons énuméré 3 points tout à l'heure, mais prenons un point, la question électorale. On l'a vu, les élections présidentielles sont devenues des moments de tension. Et hélas, certains y laissent la vie. Comment régler la question du choix et de légitimation du chef? Nous l'avons dit. C'est ça la question, l'élection présidentielle. Comment on règle cette question pour que celui qui est élu soit réellement élu et bien élu, proprement élu et consensuel? Je vais, Richard, vous répondre à ma façon, mais juste 2 mots. Nous sommes 54 pays. C'est ça. Il n'y a pas une Afrique, il y en a 5. L'Union africaine parle de 6. C'est ça. Et donc, le modèle pour 54 pays est compliqué, à moins que nous soyons un seul État, ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, c'est que les administrations coloniales nous ont habitués, en tout cas celle qui est française, au modèle de l'État-nation. Je ne suis pas convaincu que ce soit le modèle qui nous soit le plus adapté. On devrait un jour mener une réflexion là-dessus. Troisième donnée fondamentale, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Joschka Fischer. Ben non, la démocratie est un bien universel. Si l'Europe est capable de se démocratiser alors qu'elle ne l'était pas, c'est que nous sommes aussi capables de nous démocratiser. La question c'est quel modèle démocratique allons-nous nous approprier? Et c'est toute la question qui va se poser. Regardez le Congo, le grand, la RDC. On a tous vilipendé Kabila. Je ne suis pas convaincu que la situation après lui soit tellement très bonne. Donc ce n'est pas une question d'homme, c'est plus grave que ça. Le renouvellement des générations, on a une nouvelle génération de présidents. Pensez-vous franchement qu'elle soit meilleure que les premières? Je n'en suis pas certain. Et puis, regardez la croissance. Tout le monde loue la croissance africaine depuis une dizaine d'années. Elle crée elle tue pas le chômage, elle n'enrichit pas les gens. Même diable, qu'est-ce qu'on fait avec cette croissance qui ne sert à rien finalement? Et puis après, j'arrive à votre question. Donc la question, évidemment, l'alpha, l'oméga, comme si le 3e mandat était la solution à tous les problèmes. D'abord, les pays qui règlent le problème du 3e mandat n'ont pas réglé fondamentalement leurs problèmes. Deuxièmement... Il ne faut pas limiter. Non, moi je suis toujours favorable à ne pas limiter. Je considère une chose simple, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens à leur place. Et que, pardon, si le peuple veut quelqu'un, vous n'avez aucune raison de lui dire ce n'est pas bien. Notre professeur, comme Guy Carcassonne, de ce point de vue-là, a une idée absolument remarquable et nous la connaissons. Mais à la limite, puisque vous posez la question, si vous voulez véritablement limiter les mandats, demandez à quelqu'un aujourd'hui en France de faire 3 mandats, quand bien même c'était possible, de même d'en faire 2. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il sera battu. Si vous voulez que le 2e et le 3e mandat soient limités, faites en sorte que le fichier électoral soit sérieux, que la gestion des élections soit collégiale, que le partage des biens pour gérer les élections soit collégial, que l'accès aux médias soit équitable, que les grands groupes industriels soient équitables du point de vue du partage. En gros, vous avez un budget pour faire une élection, vous devez vous les limiter, vous devez faire en sorte que le fichier électoral ne vous appartienne pas et que la prime pour ceux qui gèrent le pays soit juste une prime normale. Il n'y a aucun pays au monde où le gouvernement sortant n'a pas une prime d'avantage plus que les autres, mais il faut qu'elle se limite à ça. Donc si vous faites cela, en réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne ferez pas 3e mandat. Regardez l'exemple du Sénégal. L'exemple du Sénégal est édifiant. Le président Wade a modifié. Il fait un 3e mandat, il a été battu. Mais donc, pourquoi? Parce que au Sénégal, les élections veulent dire quelque chose. Vous avez cité le cas d'Yahi Boni. Il aurait pu essayer comme il veut, ça n'est même pas possible. Ça n'aurait pas marché. Mais moi, je ne suis même pas favorable à la limitation des mandats, encore une fois. Je veux un fichier électoral sérieux. Je veux des élections qui ont un sens. Et puis, in fine, je veux dire notre problème. Moi, et permettez-moi juste un dernier exemple. J'ai assisté à une conférence de Jean-François Dehecq, l'ancien patron de Sanofi, et qui dit Guillaume, l'ancien patron de Total, m'a appelé pour me dire comment je peux faire en sorte
que dans 30 ans, dans 40 ans, le pétrole, le gaz d'Aquitaine, celui pour lequel ELF a été créé, je continue à le voir. Il lui dit, c'est pas compliqué. Comprenez bien le souci de Guillaume, c'est que le gaz qu'il va extraire de son pays, du sous-sol de son pays, continue d'exister. Pas celui chez nous qui s'évapore, non, celui-là, il veut continuer à le voir. Il lui dit, c'est pas compliqué. Dans 50 ans, les Français auront besoin de 2 choses, la santé et la beauté. Mais nous allons investir dans Sanofi. Regardez Sanofi aujourd'hui, regardez Elf hier. C'est-à-dire que notre problème, et pas pour vous donner l'exemple, c'est qu'on n'a pas de visionnaires, on n'a pas de grands hommes, on n'a pas de grands dirigeants. Nous ne sommes pas... Attendez bien, Richard, montrez-moi un chef d'État aujourd'hui, de ceux qui sont élus aujourd'hui ou hier, qui possède une stratégie. Il n'y en a aucun. Et donc la difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas capables de diriger des gens visionnaires, capables d'avoir une stratégie, mais pas du tout. C'est que nos problèmes... pour effectivement après, impulser une nouvelle dynamique. Après, critiquer Mme Merkel, critiquer vous voulez. La question, ce n'est pas les autres, la question, c'est nous. Nous ne sommes pas capables de nous orienter nous-mêmes dans la bonne direction et faire en sorte que ça marche. Et surtout, de se faire respecter très rapidement, et ce sera le dernier point de l'émission. Quand il y a des élections présidentielles en Europe, l'Union africaine n'envoie pas des observateurs. Mais chaque fois qu'il y en a chez nous, on a des observateurs de l'Union européenne. Non, mais... qui viennent valider. Alors que nous avons des cours constitutionnels, nous avons des conseils constitutionnels. Il faut aussi, à ce niveau-là, y mettre un terme. Mais ça suppose qu'il faut gagner en confiance et en fiabilité. Non. Je pense que vous avez posé la question, mon cher Richard, et vous avez donné la réponse vous-même. Voilà. C'est-à-dire que ça montre tout simplement, première chose, c'est que ce sont les États africains qui demandent, qui souhaitent qu'il y ait des observateurs internationaux. Pas eux tous. Parce que les observateurs internationaux ne viennent pas par eux-mêmes. Il y en a voilà, qui, ils viennent pas par eux-mêmes, ils s'imposent pas. Et il y a des pays qui s'y opposent. C'est des accords qui ont été dernièrement, le Burundi a dit, je ne veux pas, a dit à l'Union européenne, je ne veux pas de vos observateurs dans mon pays, et je n'ai pas besoin de vos sous non plus pour organiser mon élection. Et personne n'est venu. Et personne n'est venu. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a des observateurs internationaux, c'est que l'État est d'accord pour qu'ils viennent. Donc il y a déjà de ça, c'est que l'État reconnaît déjà par ses faits qu'il peut y avoir, des contestations sur la fiabilité, la crédibilité de l'élection. Et donc, l'État veut se donner, en fait, le parti au pouvoir veut se donner une caution, une caution extérieure. Des élections en Europe. Oui, mais c'est parce que l'État démocratique en Afrique est considéré encore comme n'étant pas suffisamment crédible et fiable. Et donc, c'est comme un système qui est sous tutelle. Mais je dis ça considéré par les... Mais c'est vrai, mais il y a un problème qu'il faut que tu poses. Malheureusement. C'est un problème de confiance en soi. Oui, mais... C'est rien d'autre. Pourquoi tu vas aller chercher loin? Malheureusement, nous sommes arrivés... Combien ont coûté nos élections au Congo démocratique, en RDC? Combien elles ont coûté? 500 millions de dollars. Combien de projets cela peut fabriquer? Aurait pu financer. Effectivement. Oui, mais il se pose effectivement la question de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des élections, ça veut dire qu'il faut faire des élections autrement. Autrement, effectivement. Mais on le voit bien, il y a une nouvelle génération d'Africains. Une nouvelle génération d'élus. On voit aussi, effectivement, d'ailleurs, c'est vous, c'est sur le continent, il y a aujourd'hui des organisations de la société civile qui ont voix au chapitre, qui parlent et qui sont là comme les veilleurs du temple et qui demandent effectivement plus de transparence, plus de garantie de liberté et fondamentale. Comment et quand allons-nous y arriver? En tout cas, le processus est en marche. On espère qu'on ne mettra pas aussi long que l'Occident pour y arriver, parce que ne l'oublions pas non plus, ça ne va pas tomber comme ça du ciel et pour finir, la Hongrie et la Pologne sont aujourd'hui en conflit avec l'Union européenne au sujet du plan de relance économique, 750 milliards de dollars. L'Union européenne dit il faut pour en profiter, respecter les droits de l'homme. La Hongrie dit non, ça ne doit pas être un critère. C'est dire que les problèmes se posent aussi ici. Merci à vous. Merci à vous, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyse politique. Merci. À vous, Jean-Bernard Bikim, président du think tank Alpha. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Djemal Talab, lui aussi avocat au barreau de Paris, éditorialiste, analyste politique, vice-président de l'Observatoire du développement en Afrique. C'est bien ça, hein? Absolument. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.